En nommant des juges à la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi avait-il violé la Constitution? Martin Fayulu aurait-il perçu jusqu'à 4 millions de dollars pour prendre position en faveur de la destitution du 5e président? Et comment comprendre que des députés, l'un est provincial, l'autre est national, se rentrent dedans, utilisent chacun des médias interposés, des vidéos interposées pour se régler des comptes, jusqu'à descendre au plus profond de l'abîme? Notre classe politique est-elle devenue ce qu'elle est actuellement? Bonjour, bonsoir. Merci à vous tous qui allez nous regarder. Non à la balkanisation, ce programme que vous aimez. Ça faisait une semaine, ou des semaines d'ailleurs, que vous n'avez plus regardé nos débats. Parce qu'en effet, nous étions en train d'aménager. Nous avons pris un nouveau cadre, comme vous le constatez. Après demain, vous verrez peut-être que les choses vont beaucoup changer. Et en passant, nous remercions tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la concrétisation de ce projet, non à la balkanisation, cette émission des résistants et des nationalistes, pardon, parce que nous ne visons pas le lucre ici, c'est plutôt la République qui est au centre de nos réflexions. Le débat aujourd'hui, vous allez le constater à ma gauche, Ndeko Louis France Kouzike, Sambote Ndeko, comment allez-vous? Mbote Ndeko, frère, aîné, ami, confident de tous les temps, de tous les jours, Jean-Pierre Kayembe. C'est Pélimik. Nazalaka na esengo makasi à tout moment où nazalaka kosolola na yo oyo ba congolais il faut bayeba que na ba milliers nyonso ya batu bazalaka faut ba Jean-Pierre Kayembe bazalaka le grand cœur. Je suis des rares bateaux yo ba supportaka facilement moi ba makambo ebele. J'ai appris de toi la manière de supporter les gens. Donc, ça, c'est vraiment le dire ici. Je suis très touché. Merci beaucoup. Merci pour le cadre. Merci parce que nous Christ. Merci. Local, na ville, na Gombe. Donc, aménager appartement na Gombe ou émission non à la balkanisation comme une adresse. Ce n'est pas de nos efforts qu'on les fait. Et ça, grâce à Nzambe, à travers les gens qui soutiennent l'œuvre. Qu'à l'avenir, Dieu nous assure le meilleur. Merci beaucoup, Louis France. Merci pour les mots gentils et pour les prières. Nico Faye, le Moudjahidine du peuple, comme vous aimez vous faire rappeler. Comment allez-vous? Oui, plus qu'avant. C'est-à-dire? Non, je vais bien, malgré la grippe qui m'avait dérangé. Mais la santé quand même. On va bien alors que le pays, lui, il va très mal. Non, je voulais en arriver. Je ne peux pas parler de moi-même sans parler de mon peuple. Vous savez, tout ce que nous pouvons faire, devons toujours voir comment la population vit. Et on ne peut pas parler économie, on ne peut pas parler politique, on ne peut pas parler d'autres domaines sans faire allusion au social. Tout repose sur le social. Mais à ce jour, mettons-nous en tête que les Congolais ne vivent plus, les Congolais végètent. On est au 40e jour déjà parce qu'il faut qu'on le sache. Le rappel national. Oui. Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Il y a plusieurs tableaux à côté de vous. Tout à fait, tout à fait. À ce jour, il reste 1212 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 498 au-delà des 100 du chef de l'État et 189 jours au-delà, depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1212. Pourquoi ce 1212 et pourquoi ce rappel national? Nous aurons 5 élections. L'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux, des sénateurs, des gouverneurs de province et des députés provinciaux. Tout ceci doivent être organisés dans 1212 jours. Mais ma question demeure, combien les gouvernants avaient-ils réservé à la CENI dans le budget exercice 2020 pour et même en 2019, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Merci beaucoup. Parce qu'il ne faudrait pas attendre la dernière année. Oui, mais est-ce que... Au gouverner, chercher déjà les moyens, payer les témoins, qu'ils nous ramènent le PV. Cette fois-ci, plus question du discours du genre. Ça, vous le dites toujours, on a compris, Nico. Il n'y a aucun tableau, aucun décompte sur le nombre de jours il y a incarcération à Kamer Auto qui a bimi. Est-ce qu'à Kendapoto, à Kinshasa, à un hôpital, à côté, on ne sait pas. Il y a, d'après les informations à ma possession, les dernières,
il était encore au centre Nganda. Mais il y a un autre tableau. Jour J plus 64 jours. Oui, Annie. Les familles des victimes de la marche du 9 juillet, organisée par l'UDPS Tshisekedi, avaient fait des victimes. Ces familles-là réclament justice. Il y avait un policier qui avait été tué et des militants aussi. Officiellement, il y avait 3 civils à Kinshasa, un policier à Kinshasa. Mais à Lubumbashi, officiellement, il y avait 9 morts et plus de 40 disparus. Ces familles des victimes réclament justice. Ils m'ont dit, monsieur le procureur général pour le peuple, vous ne parlez que des autres, mais nous avons entendu qu'on parle beaucoup plus de l'état des droits. L'état des droits aimerait que les familles des victimes soient aussi dédommagées. Voilà, que les familles des victimes soient dédommagées. On a vu par exemple le président Tshisekedi aller assister aux obsèques d'un des militants tués lors de cette folle journée. Mais on ne l'a pas vu, par exemple, au chevet de la famille du policier qui est mort. On l'a vu tous. Dans quelles conditions, avec quelle cruauté, quelle atrocité il a rendu l'âme. Lui, France Kouzike, ça tombe dans les solos, les pics de provocation qu'il y a actuellement entre Ndeko Moukeba et Ndeko Daniel Safou, c'est très important. On ne voudrait pas en parler, mais on en parle parce qu'il s'agit de nos représentants, des élus du peuple. Ils siègent chacun, l'un à l'Assemblée nationale, l'autre à l'Assemblée provinciale. On a vu dans la vidéo à Mikolo, ils sont descendus tous les deux dans les caniveaux. Jean-Pierre Kaembe, nous sommes ici dans une situation politique comparée. Si vous voulez avoir l'idée d'un État, il faut les comparer à un autre État pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ayez l'idée d'un député congolais, ayez l'idée d'un député français, d'un député belge, d'un député américain. Le comportement, les attitudes, l'éthique, la morale. Regardez l'image d'un journaliste congolais à l'image d'un journaliste français. Vous comprendrez que le pays a un sérieux problème, un problème de discours. Parce que j'ai toujours aimé Harold Lassuel qui parle de l'identité de la communication. Qui dit qu'il ne suffit pas de voir ce que quelqu'un parle, mais il suffit de checker son parcours, d'imaginer, d'analyser sur son parcours pour comparer entre sa vie et son discours, afin de lui identifier sa vraie personne. Vous constaterez que tous ces gens qui ont été élus sur base des émissions télévisées, aujourd'hui affichent leur propre personne, la vraie personne que nous avions déplorée en interne, mais que les gens sont victimes aujourd'hui. Mais il faut aussi noter un élément, c'est que dans ce qu'ils ont dit comme escarmouche de langage, comme dérapage verbaux, il y a les atteintes aux intimités, et que donc les actes sont allés au niveau pénal et qu'on voudrait voir le procureur. Quand par exemple Mike Moukeba parle de l'épouse de Daniel Safou qui serait très âgée. Vice versa, j'ai de bonnes relations avec ces deux personnes, mais nous avons besoin, parce que nous voulons bâtir une république des normes et de la réglementation sociétale, nous voudrons voir que cette fois-là, la manière dont on a géré l'affaire Caméré, la manière dont on a géré l'affaire des autres victimes judiciaires, mais qu'on règle cette situation et que les deux chambres saisissent d'office. Nous avons, entre autres, Mme Mabunda, qui est la présidente de la Chambre basse, donc l'Assemblée nationale dont Daniel Safou fait partie, et que l'Assemblée provinciale dont Mike Moukeba fait partie, pour régler cette situation, d'abord au niveau interne, et aller au niveau judiciaire. Le procureur peut s'en saisir aussi. D'office, parce que nous sommes ici dans une situation de flagrance. Nous avons une flagrance qui court. Mais il faut aussi noter une chose, c'est que ça prouve demain le profil que les gens doivent mettre sur la table pour voter les gens demain. Parce qu'il y a une autre législature qui nous attend. Oui. Mais je voudrais, en terminant, Jean-Pierre Kaembe, c'est que comme candidat président de la République en 2028... Oh, déjà? Oui, déjà ça a été clairement et officiellement annoncé. C'est pour la première fois dans l'histoire politique de la RDC que vous verrez la République être gérée au-delà des humeurs politiques, et que les Congolais seront fiers d'appartenir à un État et d'avoir un président de la République. Parce que la force d'un État, c'est quoi? Ce n'est pas être sélectif, de croire que tout le monde doit répondre selon les actes,
de ne pas arrêter les gens parce qu'ils ne vous plaisent pas, de ne pas laisser les gens parce qu'ils vous plaisent, mais de laisser le loi régler les situations sociétales. Et quand c'est le loi qui règle les situations de l'État, en ce moment, on ne sait pas identifier les humeurs politiques. Merci. Donc c'est en 2028 que les grands rendez-vous des enjeux et de la redéfinition de l'État congolais est pris. Le France Kouzikessa, candidat président en 2028. Évidemment, vous avez notre soutien. Merci. Ce sera probablement après le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, s'il n'est pas destitué, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Nico, quand vous regardez les vidéos de Mike et Daniel qui se rentrent sérieusement dedans, que nous avons des immoraux qui se cachent dans des chambres législatives. Jean-Pierre, ma force réside dans la restitution de la vérité. Je ne voulais pas parler des individus, mais comme c'est une question qui m'est posée, je vous renvoie à l'histoire. Nous parlons des parlementaires quand même. Avant les élections dans ce pays. Parce que moi, je les vois tous dans leur rassemblement. Parce que nous sommes dans le régime du rassemblement. C'était des donneurs de leçons du rassemblement. Combien ont-ils fait tuer dans ce pays sur base de mensonges? Le rassemblement des Genval. De Genval. Tous sont du rassemblement. Ils étaient dans le rassemblement. Tous avec qui? Non, tous ceux qui s'entrecusent, qui s'insultent là. Ils étaient dans le rassemblement. C'était des donneurs de leçons. Avez-vous oublié? Dans ce pays, avant les élections, les discours que le rassemblement inoculait ici. Bonne gouvernance, moralité, lutte contre la malversation financière, état des droits. Tous étaient dans le rassemblement. Mais c'est à quoi le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui donne quoi? Et tout ça, moi, j'interpelle mon peuple. Souvenez-vous de ce que je vous disais avant les élections. Quand on vous faisait tuer, nous n'irons pas aux élections avec la machine. C'est le mensonge que le même avait inoculé. Et voilà aujourd'hui, le spectacle, s'il vous plaît. Est-ce que c'est honorant? Ça ne me surprend pas, mais ce sont des choses que j'avais déjà prédites, mais mon peuple n'avait pas compris. C'est que lui, maintenant, on a en face, ils dévoilent maintenant leur véritable identité. Non, moi, je suis très à l'aise que l'UFRANCE, qui à un moment était aussi embarqué dans cette histoire-là. Ah non, il n'est pas là à Genval. Hein? Non, pas Genval. C'est-à-dire, à un moment, nous avons eu à débattre avec eux sur plusieurs plateaux avant les élections. Tous faisaient un bloc. Tous faisaient un bloc. Il n'y avait pas moyen de réfléchir. On n'a pas mis une seule minute pour consacrer à la réflexion, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pays se booste. Mais aujourd'hui, voici les spectacles auxquels le peuple assiste. Par ceux-là qui ont donné des leçons. Primo, moralité. Secundo, bonne gouvernance. Tertio, lutte contre la malversation financière. Quarto, état de droit. Tout ça, est-ce qu'à ce jour, tous les membres du rassemblement regorgent-ils quelle valeur? Est-ce qu'il faut que le parquet se saisisse de ces dossiers? Oui, vous savez, s'il y a des faits pénaux, le parquet peut se saisir. Mais il y a un problème pour ceux qui sont revêtus des immunités. La procédure sera mécanique. S'il y a flagrance, comme le France l'a dit. Non, la flagrance, après une semaine, on ne peut plus parler de flagrance. Surtout lorsqu'il y a les propos diffamatoires. On est encore dans le temps, donc. Hein? Non, c'est-à-dire la flagrance ne peut pas aller au-delà de 24 heures. Et lorsqu'on arrive à la flagrance, le procès doit s'en suivre. Alors, dans ces conditions, au lieu de parler de la flagrance, et en plus parce qu'un député ne peut être poursuivi d'abord que par le parquet. Il n'y a pas moyen d'aller directement par citation directe. Alors la situation, comme le temps a passé, j'estime que non, ça sera compliqué. Alors, le procureur zélé qu'on a vu de temps en temps se mettre en branle quand il s'agit d'infractions imaginaires, d'outrage au chef de l'État. On a vu ce qui s'est passé avec Martin Fayoulou. Ou encore la fille d'Ngoïka Sanjo, on ne sait toujours pas s'il a été arrêté ou pas. Simplement parce qu'il a essayé de comparer sa beauté à celle de la première dame. On a vu des gens se mettre en branle. Mais quand des officiels s'insultent, ceux-là même qui sont payés par les trésors publics pour faire le travail qu'ils ne font pas, ils sont chaque jour sur le plateau de télévision au point qu'on se demande s'ils participent ne serait-ce que pendant 1 heure du temps aux travaux de légifération. On aimerait bien, en tout cas, voir le parquet s'occuper de ces deux immoraux.
C'est très important. Messieurs, je rapidement, parce qu'il faut qu'on change de thématique. Si sauf ma mémoire ne me trahit pas, je crois qu'ils doivent être tous d'un même regroupement politique. Je crois qu'ils doivent être tous d'une même plateforme sur laquelle ils avaient été élus. Hein, j'estime. Bon, ils sont de l'AMK, je crois bien. Hein. Voilà. Mais, messieurs, je voudrais maintenant qu'on évoque... on va parler de la vraie fausse plainte de Fayulu, mais avant ça, nous apprenons de plus en plus qu'il aurait reçu, lui, France, vous ouvrez le bal, 4 millions de dollars transférés dans un compte, dans une banque, par un cacique du régime de Kabila. Martin Fayulu aurait été payé pour prendre position en faveur de la destitution du président. En tout cas, les infos où cet argumentaire est très, très évoqué par des proches du président Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez que c'est fondé? Et puis, ceux qui disent qu'il a eu l'argent sont maintenant payés par qui? Parce que si lui, il est payé par les FCC, et ceux qui disent qu'il est payé par les FCC sont payés par qui? Ah, ils sont déjà payés. Ils doivent être payés eux aussi. Mais le discours, c'est la motivation. Je reviens quand même à apaiser Nicofane Mikaï, que quand nous parlons de la flagrance, la procédure de flagrance, nous devons interroger la doctrine, nous devons interroger la jurisprudence. Parce que nous avons plusieurs cas jurisprudentiels qui couvrent ou qui font la démonstration de la procédure de flagrance. C'est que je voulais rassurer ici. Et Moukebaï et Daniel Safou, tous deux, devraient être poursuivis en procédure de flagrance. Parce qu'il y a eu des insultes de part et d'autre. Et au-delà de ça, je ne vais pas ici qualifier les faits parce que je ne suis pas procureur, mais néanmoins, vous avez cité le cas d'une femme innocente qui a été insultée. Pour l'autre part, vous avez vu le discours d'un haine tribal. Vous voyez? Et tout ça devrait être qualifié par les procureurs et que le délai n'est pas encore expiré. Parce que ce sont des faits les plus récents. Je voulais maintenant rebondir à cette histoire qui circule et qu'il aurait eu l'argent. Mais il y a Patrick Charodeau qui a parlé du discours politique et stratégie, qui dit qu'il ne suffit pas de vouloir savoir ce que quelqu'un pense ou de quelle famille politique il appartient. Pour savoir la vraie position des leaders politiques, il suffit d'interroger le ligne communicationnelle de leurs communicateurs pour identifier la position des leaders. Si Martin Fayulu a eu l'argent ou il n'a pas eu l'argent, moi je ne m'érige pas ici en porte-parole de Martin Fayulu, mais je voulais signifier que la démarche entreprise par Martin Fayulu était une démarche constitutionnelle de légitimité. C'est un droit le plus légitime de quelqu'un de tout Congolais. Je rappelle qu'il y a eu violation de la Constitution, c'est vrai. Et vous confirmez ici que dans ces nominations à la Cour constitutionnelle, absolument, le président Tshisekedi a violé notre loi fondamentale. Absolument. Je le démontre. La Cour constitutionnelle aujourd'hui ne fait plus partie des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est une juridiction spéciale. Et dans les éléments motivateurs de l'ordonnance du président, il signale que vu la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, il cite la Cour constitutionnelle. Ça, c'était un abus. 2. La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne prévoit la fin du mandat ou des mandats des juges de la Cour constitutionnelle que en cas de décès, de la révocation, de la démission ou du tirage au sort 3 ans après. Nous n'étions ni dans l'un des cas, ni dans l'autre. Il n'y avait pas opportunité pour l'ordonnance du président de mettre fin de façon brutale. On dit que c'est le magistrat, mais c'est le magistrat suprême. Je démontre que le magistrat suprême est passible à des poursuites. Parce qu'il n'est pas exclu aux poursuites. Et donc, lorsque le président met fin au mandat de juge de façon brutale, était une violation de la Constitution. Mais il y a ce que j'ai qualifié d'illettrisme juridique. Dans les chefs de la déclaration de M. Théodore Ngoï qui a emballé Martin Fayulu pour demander la destitution du président au Parlement. Or, sur le plan de droit constitutionnel, nous sommes ici en droit pénal, en droit constitutionnel pénal.
il n'existe pas la procédure de la destitution du président au niveau du Parlement. Il existe plutôt une déchéance qui est prévue à l'article 167 de la Constitution qui est qualifiée comme conséquence judiciaire de la condamnation du président après la mise en accusation. Et le droit, c'est le soin des mots, Jean-Pierre Kayembe. Et vouloir dire qu'il y aurait une destitution du président par le Parlement serait l'analphabétisme juridique. C'était peut-être un lapsus de la part du professeur. En droit, le lapsus n'existe pas, c'est l'illettrisme juridique. Mais il faut maintenant signifier que lorsque nous sommes dans ce débat des droits, il n'y a pas d'insulte. Martin Fayulu avance un argument, celui qui a un argument avance, l'autre avance un argument pour la construction du pays, afin d'identifier la rationalité. Il n'y a pas d'offense au chef de l'État. Non. Mais quand est-ce que, parce que j'attendais, j'ai appris l'autre analphabétisme juridique pour des gens dire Martin Fayulu a offensé le président de la République. L'outrage au président de la République est bien défini. Quand quelqu'un dit, M. Félix Tshisekedi risque des poursuites. Mais moi, j'ai trouvé que Martin Fayulu avait encore des gants. Il parce aurait que pu dire... s'il a estimé que le président était passible aux poursuites, il devrait motiver la disposition constitutionnelle de l'article 165-166 qui prévoit le mécanisme de poursuite du président. Ceci n'est pas tabou parce que si la Constitution l'a dit, pourquoi ça serait interdit pour quelqu'un de le dire comme la Constitution le dit textuellement? Donc il faut que les gens arrêtent un tout petit peu ce que nous appelons l'acharnement, ce que nous appelons l'insurrection politique, ce que nous appelons, les gens sont passibles à ce que j'appelle le sensationnisme. Mais je termine, Jean-Pierre Kayembe. Atterrissez. Vous observez ce que Martin Fayulu a dit à Théodore Ngoyi. Les gens déplacent le discours. On dit, Félix, c'est que Martin Fayulu et Théodore Ngoyi ont eu l'argent. Fermons la parenthèse, s'ils ont eu l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les rencontrer dans le débat des droits pour démontrer que ce qu'ils disent est non fondamental et que ça prouve à suffisance qu'ils ont eu l'argent? Parce qu'avant de conclure, il faut analyser. Mais les gens concluent sans analyser. Ils viennent analyser après avoir tombé dans l'antithèse de leur propre thèse. Donc, je voulais rappeler ici, de façon globale, en conclusion, que Martin Fayulu avait le droit, avait raison de dire que les ordonnances de Félix Tshisekedi ont violé la Constitution. Mais il y a aussi un élément à ajouter, c'est qu'il n'y a pas l'intentionnalité. Parce que la seule juridiction qui est capable d'identifier l'intentionnalité dans la violation de la Constitution du président ou pas, c'est la Cour constitutionnelle. C'était mieux pour Martin Fayulu et Théodore Ngoyi de saisir la Cour constitutionnelle afin que la Cour constitutionnelle émette un avis sur l'intentionnalité ou pas. Parce que, toute violation de la Constitution par le président ne constitue pas une haute trahison. Et l'article 165 a prévu que la violation qui constitue une haute trahison n'est que celle qui est intentionnelle. Mais en droit, quand on parle de l'intention, on parle de l'inattention aussi. C'est maintenant à la Cour constitutionnelle... Est-ce que le président n'a pas cherché à consolider son pouvoir en mettant brusquement fin au là mandat de deux juges? Le président Tshisekedi, on veut faire du président Tshisekedi un dictateur. Il est en train de devenir un dictateur. Parce que lui-même n'arrive pas à réagir aux escarmouches de langage de hautes personnalités, de hauts cadres de son parti, qui l'engagent dans un débat d'analphabétisme juridique, qui attaquent d'autres acteurs qui pensent qu'ils peuvent analyser pour leur propre pays, mais lui c'était. Parce que si on veut un état de droit, on voudrait aussi voir tel que Kabound et Kabound être arrêtés. Pourquoi on les arrêterait? Vous savez que Kabound, les dossiers Kabound de l'affaire foncière, l'affaire maison illicitement acquise, vous en connaissez l'histoire. Et où en sommes-nous? L'affaire atteinte à la sûreté de l'État. Laquelle encore? De Kingabwa. La milice. L'IDPS a été cité. Où en sommes-nous avec les enquêtes? Je ne veux pas dire que l'IDPS est responsable. Non. Je ne veux pas tomber dans ce discours léger. Mais je voulais dire que l'IDPS a été cité avec quelques individus dans cette affaire de Kingabwa. La bonne manière de régler le vrai état de droit, c'est d'enquêter et établir des responsabilités pénales. De manière à ce que vous et moi ne nous sentions pas en insécurité parce qu'on ne sait pas les 3 générations de milices déployées sur le terrain, quels sont le modus operandi, quelles seront la manière de faire. Donc au lieu de se distraire dans ces histoires-là, on veut voir le président de la République assurer le bon fonctionnement des institutions en voyant la justice régler les comptes avec n'importe qui, même lui-même. Merci bien. Louis-France Kouzi-Kessa, tu nous rappelles un autre fait très important, la milice de Kingabwa. J'avais promis
qu'on oublierait cette affaire. On est en train de l'oublier. Autant qu'on a oublié le meurtre des manifestants de la marche du 9 qui sont morts ici à Kinshasa, à Lubumbashi. On a promis des enquêtes. On a promis qu'on mettrait la main sur les instigateurs, sur les auteurs intellectuels et matériels de ces dégâts. Personne n'a été interpellé jusque-là. Nico, Louis-France a-t-il raison ou pas? Bon, j'ai compris qu'il a évolué dans son analyse, parce que nous en avons débattu tout au long de la semaine passée. J'ai compris qu'il a évolué, qu'il a porté beaucoup de correctifs dans les bons sens. À l'époque... Non, il mettait Martin et Théodore tous dans le même sac et ayant la même responsabilité. Du méli-mélo. Oui. Moi, c'est ça que nous devons dire. Nous devons cesser d'être de fanatiques des individus, restons fanatiques du Congo. La loi reste la loi. Elle est au-dessus de tous. Et j'entends toujours dire que non, le président de la République est le magistrat suprême. Le magistrat suprême, c'est une fiction juridique. Vous ne verrez jamais le président de la République en toge en train de juger les gens. Il est magistrat suprême dès lors qu'on lui reconnaît au moins la latitude à un certain niveau de gracieux. C'est ainsi qu'il devient le magistrat suprême. Mais il n'est pas magistrat de carrière. Mais quand revenir maintenant au fait, parce que chez nous on dit Dami factum dabo tibi ius, c'est-à-dire donnez-moi les faits, je te dirai le droit. Les faits c'est quoi? Il y a eu des ordonnances. Le 17 juillet. Nommant des personnes, c'est ça les faits. Est-ce que maintenant nous devons nous poser la question, est-ce que ces ordonnances-là ont-ils respecté la Constitution? Parce que j'entends aujourd'hui, on brandit la Constitution, mais d'autres personnes brandissent la loi organique. Nous devons nous mettre en tête que le juge de la haute cour juge sur la base de la Constitution. Et puis, il est juge de la constitutionnalité. Le juge ne va pas aller chercher des lois organiques pour statuer. Il statue sur la base de la Constitution. Si vous lisez l'article 158, là, je vous dispense de la lecture, mais je vous donne l'idée globale. Les juges de la haute cour ont un mandat de 9 ans. Ça, c'est le principe. Mais l'exception, pendant ces 9 ans, il y a 2 mandats de 3 ans. C'est au cours de ces 3 ans, au terme de ces 3 ans, que le mandat peut être renouvelé et les juges peuvent être changés. Voici comment la Constitution prévoit le mécanisme. Mais on dit, par le passé, il y a une jurisprudence, Kabila a fait nommer aussi des juges. Je suis en cours de mandat. Attention, qu'est-ce qu'on entend par jurisprudence? J'entends ça. Moi, je suis la langue correcteur. Une jurisprudence n'émane jamais de l'exécutif. La jurisprudence émane des cours et tribunaux. Ça se définit comme ceci. C'est l'ensemble des décisions qui ont été jugées controversées. Qui juge dans un État si ce ne sont pas les juges? Même le parquet ne juge pas. Jurisprudence ne peut jamais émaner d'un parquet, ne peut jamais émaner de l'exécutif. Ce n'est qu'une expression pour démontrer que ce que les autres font a été fait par les... Vous voulez, moi, m'embarquer dans ce que les gens pensent? Nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour restituer la vérité scientifique. Nous ne sommes pas là pour gober ce que le commun des mortels raconte. Non, nous sommes là pour recadrer l'élite et la société. Jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par cours et tribunaux. Félix Tshisekedi, dites-vous, si en son temps, on a eu à violer, doit-on alors justifier aujourd'hui un autre viol? Non! Pourquoi les gens ont parlé changement et quel changement? Changement positif. Il ne faudrait pas qu'il y ait un changement négatif. Il faut apporter des changements positifs. Si dans le passé il y a eu erreur, mais que ces erreurs-là ne puissent plus encore se reproduire. Mais si vous voulez justifier aujourd'hui qu'à une époque, alors à quoi aurait servi alors tout le sang qui a coulé? Si maintenant, aujourd'hui, j'entends ce discours-là, tout maintenant semble être justifié. En son temps. Mais alors,
Nous avons, les gens, le peuple avait cherché le changement. C'est pour qu'il y ait un changement positif. On en vient maintenant à cette histoire de juge. Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Théodore Ngoï, payé, nous dit-on, avec Fayoulou, s'embarque dans une entreprise appelant à la destitution du président. Et tout ça, l'UDPS y voit des billets verts qui auraient circulé. Vous savez, vous êtes dans un pays de commérage, de colportage. Dans ce pays, d'abord, je reviens à mon propos initial, tous sont du rassemblement. Je vois, tous sont du rassemblement. Antoine, Martin, Bemba, tous étaient dans le rassemblement. Je les vois encore à Genève, avec leur patron au milieu qui est Martin Kobler. Je les vois encore. Mais vous connaissez comment ils se sont disloqués en Genève. C'était sur fond de quoi? De suspicions. À cette époque-là, les groupes de Martin Constant ont dit qu'Antoine était débauché par Kabila. C'est ce qu'on a dit. Et que jusqu'à ce jour, Martin n'a pas encore changé. Il dit que non, Antoine a été coopté et nommé par Kabila. Personne ne peut contester. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'accusé d'hier devient aujourd'hui l'accusateur. Vous voyez le monde dans lequel nous nous trouvons. Or, si nous les prenons tous dans leur rassemblement de Genval, c'était des donneurs de leçons. Qui lui cru que des soupçons sérieux de corruption pouvaient peser sur eux tous. Si aujourd'hui, hier, les autres ont accusé Antoine d'être corrompu par Kabila, et qu'aujourd'hui, les couples d'Antoine disent aussi que non, les failles sont, c'est-à-dire, tous sont manipulés et manipulables. Donc, Kabila reste maître du jeu. Non, moi, je donne les faits. C'est ça la force. Je donne les faits. Vous connaissez dans quelles conditions Genève avait volé en éclats? Vous connaissez comment il y a eu cette histoire de Cash et de Lamouka? Vous connaissez comment, dans quelles conditions? C'était toujours sur fond des accusations, des suspicions, des calomnies, justifiées ou pas. Néanmoins, il y avait des suspicions. Aujourd'hui, l'accusé d'hier, c'est celui qui devient aujourd'hui l'accusateur. C'est pour vous dire que voilà les profils des gens qui ont fait couler le sang des Congolais. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que les deux se connaissent? Mais je dis ceci, écoutez, vous ne sentez pas mon langage, je dis ceci. Tous étaient donneurs de leçons. Lutte contre l'impunité, l'état des droits, bonne gouvernance, lutte contre la malversation. Mais si aujourd'hui, vous vous êtes disloqué sur base de corruption, hier, un groupe a accusé le groupe d'Antoine et de Kamer d'être corrompus par Kabila. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on revient encore, maintenant, le groupe d'accusés d'hier revient à la charge pour dire que non, c'est Kabila maintenant qui a corrompu le groupe de Fayoulou. C'est-à-dire, tous n'ont jamais été intègres, ce sont des manipulés et ce sont des véritables corrompus. Voilà comment on peut le dire. Parce que maintenant, tous reconnaissent que Kabila, c'est lui qui corrompt tout le monde. Kabila a corrompu hier Antoine, aujourd'hui il a corrompu Fayoulou. Est-ce que vous croyez en cette thèse? Je dis ceci, moi je donne le fait. Je ne sais pas moi affirmer cela, mais c'est pour voir comment les gens évoluent, les gens fonctionnent, que sur base de suspicions, de commérages, de supputations, justifiées ou pas. Vous avez soulevé cette question de la milice de Kingabwa. Mais quand il y a eu cette histoire de milice de Kingabwa, à un moment on a dit quoi? Oh, la personne là, oui, elle appartient à Olive Lembe. N'avez-vous pas entendu cela? Mais aujourd'hui, les premières enquêtes, le directeur administratif de la maison civile du chef de l'État, un certain Pierre Moutanga, a été déjà mis aux arrêts. Qui est soupçonné dans cette affaire. Merci bien. Alors, Louis-France, un mot rapidement parce qu'il faut qu'on parle de la possibilité d'avoir une élection présidentielle au suffrage indirect. Mais d'abord, Fayoulou, invité au parquet, il promet de s'y rendre avec ses militants. Tout d'un coup, le parquet se rebiffe. Le général de la police dit avoir appelé les concernés pour leur dire qu'il n'existait pas une invitation contre eux. Est-ce qu'il y a eu une certaine reculade de la part de la justice? Est-ce qu'ils ont vu qu'ils étaient sur une très mauvaise piste? Deux correctifs. D'abord, je voulais dire à Nicofane Mikaï qu'il ne peut pas minimiser une jurisprudence parce que la jurisprudence fait partie des sources du droit. Et donc, la doctrine nous enseigne que
il existe deux formes de jurisprudence. Il y a une jurisprudence positive qui respecte la loi et une jurisprudence négative, celle qui viole la loi. Et la jurisprudence négative a toujours été, dans la plupart des cas, politique. Et la jurisprudence dont fait allusion ici est donc une décision qui est rendue mais que la loi n'a pas prévue. C'est comme ça qu'il faut retenir de la jurisprudence. Vous arrivez à rendre une décision que dans une situation où la loi n'a rien prévu. L'appréciation du juge relève aussi d'un cas jurisprudentiel. Mais la jurisprudence ici doit être notée comme une décision qui a été prise avant et que vous vous retrouvez dans une situation d'aujourd'hui, vous vous servez d'une décision d'avant parce que la loi n'a pas réglé cette question. Vous vous référez aux anciennes décisions judiciaires de manière à ce que vous puissiez rebondir à la nouvelle décision, se conformant à une décision et non à une loi. Donc, vous pouvez vous référer à une loi pour prendre une décision en droit. Vous pouvez vous référer à la coutume pour prendre une décision. Vous pouvez vous référer à une jurisprudence. Donc ça devrait être clairement noté. Okay. Il ne faut pas faire du coq à l'âne. Maintenant, affaire Fayulu, vous avez posé la question de savoir si... L'invitation qui est arrivée est vite démentie dans les 48 heures qui ont suivi. Est-ce qu'on a eu peur d'arrêter un opposant jadis qualifié des souris naines qui est devenu, avec le temps, un géant oui, ça c'est politicien? Vous savez, Mende, c'est un homme qui choisissait les concepts pour plaire à Kabila sans savoir ce qu'il disait parce que lui-même, Mende est le leader le plus contesté chez lui. Mais il taxe un leader national à la carrière de Mali. Il ne faut pas qu'on se valide. Non, à l'époque, Fayulu n'était pas si national que ça. Il faut mais il l'a dit pendant les élections, Jean-Pierre Kayembe. C'était une situation qui est venue pendant les élections. Est-ce que Fayulu était moindre pendant les élections? Ou c'était un discours diminutif pour se pleurer ou pour plaire à Kabila? Bon, là n'est pas le problème, on referme rapidement la parenthèse. Je résume, j'ai toujours parlé parce que quand nous parlons de la science, nous avons des référents, ce que nous appelons les récits scientifiques. Le récit scientifique de Patrick Charodeau, dans son principe, qu'il parle du principe du discours, le principe des actes performatifs, il dit, lorsque vous parlez de la communication, des actes communicationnels rendus, vous n'avez pas besoin de regarder les contenus de la communication. Mais vous pouvez identifier l'intentionnalité de la communication à travers les contenus de la communication. Ça veut dire quoi ici tout simplement? C'est que les actes rendus, d'abord je voulais affirmer que ce sont des actes vrais. C'était une invitation vérifiable, venue, authentique, venue du parquet, mais dont les éléments n'ont pas permis au procureur d'inviter Martin Fayulu pour des raisons suivantes. J'avais donné ma main à couper pour demander à n'importe quel juriste de me dire le caractère infractionnel des propos de Martin Fayulu. Parce que moi, je suis un homme de justice, de vérité et d'intégrité. Quand Fayulu a raison, avait tort, je me suis opposé à lui qu'il n'existe pas une procédure de destitution devant le Parlement. Et je lui ai donné raison pour dire que tout ce qu'il a dit n'a aucun caractère infractionnel. Ça relève tout simplement des surenchères politiques et que j'attendais que Fayulu aille se présenter pour qu'on qualifie les infractions. Et le procureur, ne se voyant dans une incapacité juridique de qualifier les infractions et que la décision, l'invitation a été lancée sous forme de la précipitation parce qu'il y avait un problème de date. Il y avait un problème de beaucoup d'irrégularités des éléments d'identité juridique dans cette invitation et que, lancé par pression politique, le procureur se rend compte que quand ce monsieur va venir, c'est vrai, Martin Fayulu peut l'arrêter. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il ne faut pas que les gens tombent dans ce discours-là que Martin Fayulu, c'est un homme populaire. Non. On peut l'arrêter, mais si et seulement si ce qu'il commet est un fait infractionnel. Mais quand ce n'est pas infractionnel, tous nous aurons une analyse juridique à émettre pour dire oui ou non, mais parce que ce n'est pas de l'arrêter. Dans ces cas sous examen, est-ce que le parquet a reculé? Le parquet s'est rebuffé, a reculé comme tu l'as dit.
Pourquoi? Parce que quand M. Martin Fayulu va venir, il y a d'autres juristes qui vont analyser, il aura des avocats. Qu'est-ce qu'on va dire à ces avocats? Parce qu'il aurait demandé au président qui risquait des poursuites et que c'est de l'outrage au président de la République et les gens sont tombés dans l'analphabétisme juridique des qualifications des infractions hasardeuses. Qu'est-ce qu'on appelle outrage au président de la République? Ça peut être les propos, ça peut être les faits, ça peut être les actes physiques, moraux qui touchent, un, à l'honneur, deux, à la personnalité du président de la République, trois, qui touchent à sa vie intime. Mais nous en avions vu qu'on revienne, même si Martin Fayulu avait commis. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé de Kabila aujourd'hui? Moi, je commence à regretter, parce que moi, je suis l'homme qui s'oppose le plus de Kabila. Il a beaucoup de côtés, il a beaucoup de défauts du monde. Mais il a un côté que j'aime, la grandeur d'esprit. Kabila. Oui. On a dit ici Kabila rwandais. Mukamate, rwandais. Na Rwanda. Et Yatuchi. Vous pensez vraiment, je vais en arriver. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, si on peut dire Kanga Tshisekedi, na Burundi, quand tu peux rester dans ces pays? Il n'est pas burundais, monsieur non, le président Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un Congolais de père et de mère. J'ai juste pris par infirmité de langage pour faire une étude comparative. Autant que Kabila, il n'est pas rwandais, il est Congolais de père et de mère. Tshisekedi a un papa, un maman que nous connaissons, qui vivent avec nous, et un Moulouba du Kasaï que j'apprécie. Et donc, Zogisaye na Rwanda, ce discours-là résume, un, la distinction, parce que nous sommes ratificataires de plusieurs bases juridiques internationales. On a violé d'abord au niveau international plusieurs soubassements. Et au niveau de notre pays, nous avions volé la loi. Pourtant, parce que si Kabila, moi je ne sais pas l'identité de Kabila, je sais que c'est un Congolais. Moi je ne peux pas affirmer que Kabila n'est pas Congolais. Ça c'est quand même dangereux. Mais Jean-Pierre Kayembe, les gens passent dans la rue dire, et quelqu'un à la télévision, Kabila Zoarande, il dit à la télé. Mais ils vivent, ils sont là, ils sont devenus ministres. C'est pas sérieux. Kanambe, seul un papa et une maman qui ont le pouvoir de renouer la qualité parentale d'un enfant. Ça, c'est la loi qui le dit. Le code des familles. Tu ne peux pas t'hasarder, toi, quelqu'un qui vient, je ne sais pas de quelle famille, tu vas t'opposer que tel n'est pas un fils de tel, sans préalablement prouver. Mais tu vis dans ces pays, tu es devenu PDG. Mais quand quelqu'un souhaite dire qu'on voudrait voir le président être poursuivi pour les actes posés par lui, au lieu de rencontrer ça par un argument de droit, on va instrumentaliser, je ne sais pas, vos procureurs, qui sont des adhérents des partis politiques. Est-ce que dans un, parce que je vais vous dire que dans un état de droit, les procureurs sont aussi instrumentalisés? Mais je vais vous dire que vous savez, tous les procureurs que nous avons là sont là par les quotas politiques. Parce que c'était à l'issue des discussions de Kabila et Tshisekedi que nous avions eu les procureurs être nommés. Même les hauts juges. Ça veut dire tout simplement que cette politisation, vous savez, c'est vrai, le président peut apprécier le profil, mais dans la manière de faire, on ne peut pas influencer. Vous avez appris à l'époque, pendant les procès Kamere, un directeur de cabinet du président de la République dit que la justice congolaise est instrumentalisée. Directeur de cabinet. Vous pensez que ce discours était léger? Nous devons nous servir de cet argument pour dire si la justice congolaise est instrumentalisée, parce que c'est quand même un directeur de cabinet du président qui a dit tous les prisonniers que nous voyons à Makala là sont des gens injustement arrêtés. Merci. Et ça, il faut qu'on se le dise. Il faut que le président Tshisekedi retienne qu'il ne lui reste 2 ans. Il ne faudra pas qu'il mette dans les têtes des Congolais que quand il était président, personne n'a parlé. Mais quand il était à l'opposition, les gens ont parlé. Il faut qu'ils disent aux Congolais qu'ils ont le droit de leur critiquer leur propre chef. Tshisekedi, c'est le chef des Congolais. Il avait reconnu lui-même qu'il veut qu'il soit critiqué. Non, mais je ne veux pas que ce discours soit dit par hypocrisie politique. Quelqu'un qui va vous dire que non, nous sommes réconciliés, mais après il a une mauvaise dent contre toi. Je voudrais, comme il l'a dit, il s'implique en tant que garant, l'article 69, je termine par là, lui reconnaît la transcendance institutionnelle, qu'il pose les actes, qu'il recadre ses brebis galeuses. D'abord au sein de l'UDPS, mes frères que je salue, que j'aime bien. Mais il y a beaucoup de langages. Écoutez, prenez des discours, des gens de Fayulu, des gens de Tshisekedi, des gens de Kabila, vous les mettez ensemble.
s'il faut vraiment commencer à traquer les gens, vous pensez qu'on va traquer de quel bord politique? Ça, je vous donne, je laisse à chacun d'apprécier. Vous avez un monsieur qu'on appelle Guili, si c'est Guili, c'est qui est un pasteur. Ce monsieur arrive même à l'intimité des gens. Mais il est de l'UDPS. À l'intimité, je dis. Fils Moukoko, aujourd'hui, que vous voyez, qui se promène librement, ce monsieur a porté atteinte à toutes les lois du pays. Il continue à vivre librement. Non, Jean-Pierre Kayebe, en 2028, les Congolais seront fiers d'appartenir à un État. Merci bien, France. Nico, est-ce que les juges ont eu peur d'arrêter Fayulu? Est-il au-dessus de la loi? Ma question, essaie de savoir, aurais-je aussi le même temps d'antenne que France? Il a eu au moins 15 minutes. Vous ne vous êtes pas plaint avant? Ne vous inquiétez pas. Sa deuxième intervention a pris trop de temps. Bon, pour revenir à ce que nous disions, je n'aimerais pas qu'à tous les sujets, à tous les points que nous puissions toujours diverger. Il y a des points sur lesquels nous pouvons converger et puis pour que ceux-là qui nous suivent retiennent quelque chose. La première source des lois, c'est la loi. Les autres jurisprudences, doctrines, coutumes, us, ce sont les sources qui interviennent là où la loi est restée muette. C'est en ce moment qu'on peut recourir à la jurisprudence. La jurisprudence, si vous entendez que non, Kabila a fait comme ça et qu'aujourd'hui, ce n'est pas une jurisprudence, la jurisprudence se définit comme étant l'ensemble des décisions controversées. Pas n'importe quelle décision, des décisions qui ont fait l'objet de controverses. Si la Cour s'est... On peut comprendre les choses par extension, hein, Nico. Alors, mais pour revenir maintenant, moi je ne m'en cache pas. J'ai toujours tiré la sonnette d'alarme pour dire que nous tendons vers une dérive totalitaire. Pour nous qui avons failli mourir, pour nous qui avons combattu les dictatures, et ce à quoi on assiste aujourd'hui, la justice est inféodée à l'exécutif. Moi, je prends deux cas. Admettons que les deux actes émanaient du parquet. Pourquoi le parquet a-t-il méconnu ces deux actes? C'est-à-dire, c'est une justice, avant d'agir, elle regarde le visage. Qui est-ce que je peux attaquer? Qu'est-ce que je ne peux pas attaquer? S'il y a fait. Mais là où je ne suis pas d'accord, lorsqu'on dit que non, quels sont les faits infractionnels que le magistrat devait mettre à charge de deux? Non. Dans ce dossier, mettez-vous en tête qu'il y a une plainte qui avait été déposée par une association dont j'ai oublié le nom. Il y a une plainte dans ce dossier. Mais le magistrat du parquet instruit, dès qu'elle reçoit la plainte, elle n'a pas à se décider d'aller loin. Il doit d'abord, le magistrat du parquet instruit à charge et à décharge. Il convoque les parties, il les écoute, il les confronte. Maintenant, il appartiendra à la partie accusatrice d'apporter les preuves. Dans ce cas-là, si les faits ne sont pas établis, les magistrats arrivent au classement du dossier. Là, c'est dans le cas où le magistrat le parquet a reconnu les actes. Mais dans le cas d'espèce, là où les bas blessent, le parquet ne reconnaît même pas les actes là. C'est-à-dire, ça devient des faux. Moi, j'attendais. Une fois que le parquet a méconnu les actes... Est-ce que le parquet n'a pas nié ses propres actes? Je dis ceci. Moi, je suis dans le fait. Je dis ceci. Comme le parquet a méconnu les actes, c'est que le parquet aurait dû faire, aurait dû mettre la main sur Théodore Ngoni. Ou faux. Pourquoi on l'arrêterait alors qu'il a reçu chez lui c'est ce que nous disons. Écoutez, nous reconnaissons l'existence des actes. Les actes existent bel et bien. Mais nous nous posons la question, ces deux actes-là émanent de qui? Le parquet méconnaît les actes, mais néanmoins, le prévenu reconnaît des actes. Comme le parquet n'a pas reconnu ces actes-là, alors c'est supposé que ceux qui détiennent les actes supposés du parquet doivent justifier d'où ont-ils tiré les actes. Dans ce cas-là, moi je dis, si le parquet, si c'était vraiment un parquet juste, il aurait agi comme on l'a vu dans le dossier du député national Mamba, du vice-premier ministre de la Justice,
On les a arrêtés dans des dossiers de faux, manu militari, sans aucune forme de procès. Mais si le parquet n'a pas reconnu les actes, pourquoi a-t-il laissé jusque-là Théodore Ngoï en liberté? S'il laisse Théodore Ngoï en liberté, moi j'arrive à la conclusion que nous n'avons pas une justice, nous n'avons pas un parquet digne de son nom. S'il arrête Théodore Ngoï, en ce moment-là, Théodore Ngoï doit justifier comment est-il en possession des actes supposés du parquet. Qu'est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui, ça passe, Nico. Donc, il ne faudrait pas que la justice continue à se faire jeter des discrédits jusqu'à ce point-là. Le parquet, ne restez pas indifférent. Si les deux actes n'émanent pas de vous, arrêtez Théodore Ngoï en procédure de flagrant. Parce qu'on doit atterrir. Est-ce qu'il y a eu un procureur zélé qui a émis cette invitation et qui a par la suite reçu un coup de fil et il s'est vite rétropédalé? Non, le procureur peut agir s'il y a des faits infractionnels, s'il y a des soupçons. Mais s'il a déjà émis les actes, moi, si le parquet aussi, on reconnaît aussi au parquet, même s'il y a le fait, compte tenu de la situation, le parquet ne peut pas poursuivre pour cause d'une opportunité de poursuite. L'inopportunité de poursuite n'est pas synonyme que les faits ne sont pas établis. Mais on peut juger l'environnement, l'atmosphère. Le parquet peut s'abstenir. Mais ici, où est-ce que le bas blesse? Le parquet ne reconnaît pas les actes. C'est-à-dire, les actes que détient Théodore Ngoï et Martin Fayulu aujourd'hui, c'est supposé que ce sont des faux. Alors, le parquet doit chercher à faire comprendre à l'opinion d'où émanent les deux actes que détient Théodore Ngoï et Martin Fayulu. Si le parquet n'arrête pas Martin Fayulu et Théodore Ngoï, détenteur à ce jour des actes supposés émanant du parquet, alors nous disons, on a un parquet... on a fini. Un pseudo-parquet. Est-ce que nos juges continuent-ils ou reçoivent-ils des coups de fil pour agir? Certains agissent-ils par procuration ou simplement dans l'intention de bien faire respecter le droit? C'est des questions que nous nous posons et auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse. Louis-France, on a fini, mais vous répondrez à la dernière question par oui ou non. Êtes-vous pour ou contre l'élection présidentielle au suffrage universel et indirect? Bien, merci beaucoup. À quelques secondes m'accorder, je voulais dire à Nico Fall Mbikaï qu'il existe dans tous les parquets plusieurs dossiers, plusieurs plaintes déposées dont aucune invitation, aucun mandat n'a été lancé. Ça, il devrait le dire parce qu'il ne pense pas que toute plainte constitue l'ouverture d'un dossier judiciaire. Déjà, au niveau de l'examen du dossier, le procureur peut juger l'opportunité ou pas. Déjà au niveau de l'examen. Je reviens maintenant à dire, vous savez, notre frère Moïka Sanjé a en droit... On n'a plus beaucoup de temps. Moi, je termine par là, il a en droit de dire, on ne peut pas réfuter à tout Congolais de réfléchir. Mais il faut qu'on réfléchisse sur la rationalité. Il ne faut pas qu'on réfléchisse à travers. Mais quand même un intellectuel que vous êtes quand vous réfléchissez, il faut qu'on sente quand même que vous êtes un politique, vous réfléchissez des choses. Vous avez, j'ai parlé de l'article 220 qui prévoit que parmi dans le principe de l'intangibilité constitutionnelle, il faut ajouter le suffrage universel de tous les scrutins électoraux qui ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le législateur a eu peur que le président applique qui règle les sorts de 84 millions de Congolais soit choisi par 10 personnes d'une famille politique majoritaire. Vous voudriez, le temps, vous voudriez que cette élection soit... Donc, ça relève tout simplement de la sorcellerie politique, bien qu'en droit de le dire, ça n'a aucun sens sur le plan du fondement. Je crois que là où il en a regretté, il est en train de regretter absolument qu'un intellectuel ne peut pas réfléchir et mettre un tel avis. Il peut continuer à réfléchir sur d'autres choses qui paraissent importantes pour la République et qu'il a aussi des problèmes de parcelles qu'il faut régler avec Mokia. Laisser des questions de la République, parce que surtout cette question de légitimité du président qui est toujours contestée depuis l'histoire de la RDC et que demain le FCC, parce qu'il est du FCC, il veut quoi? Parce qu'ils sont majoritaires au Parlement demain. Au FCC, on monte une majorité mécanique.
et qu'on choisisse un président, et on veut revenir soit Kabila, soit Chadari, soit quiconque, je crois que c'est de l'aventurisme qu'il faut arrêter par moment. Et Nico, il faut arrêter cet aventurisme. J'aime toujours qu'on s'accorde moi sur une chose. Il n'y a pas d'intangibilité constitutionnelle. Il n'y a aucune constitution intangible. Toute constitution peut être modifiée. Et le fait aussi d'interdire à quelqu'un de penser, vous violerez aussi ses droits. Mais le 120 est intangible, comme on dit. Ah, voilà. Il y a une différence entre intangibilité constitutionnelle et intangibilité des dispositions, des articles. De quoi? Et intangibilité constitutionnelle, c'est quoi? Que toute la Constitution ne peut pas être touchée. Mais lorsqu'on dit intangibilité de l'article 220, c'est cette disposition qui peut être touchée. Quelle est cette condition du monde qui ne peut pas toucher? Quelle disposition? La Constitution américaine date de 1800 quelques. Elle est toujours la même. Mais elle subit des réformes. Elle subit des révisions. Alors, pour revenir à la question, moi, je ne suis pas là dans le débat de 1 tour, 1 million de tours, 5 millions de tours, 10 000 tours, 500 tours. Moi, mon souci est qu'il y ait 1000 tours, 1 million de tours, un seul tour, suffrage universel indirect. Et ça soit organisé dans ce délai. Peu importe. Peu importe. Dans ce délai. Non, il y a quelque chose à corriger. Et il dit, ça c'est j'ai eu de chair de poule. Je voulais dire à Nico Falmikai. Il pense que quand on dit la violation de la Constitution, on viole toute la Constitution. Quand on dit, attendez, calmez-vous, calmez-vous. Un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme, je voulais l'aider. Quand on dit violation de la Constitution, ce n'est pas qu'on viole toute la Constitution. Tout ce qui relève, excusez-moi, je vais t'aider. Est-ce que tu peux te calmer? L'éthique voudrait aussi que quand l'un parle, l'autre respecte. Je me suis tué quand tu parlais. Ce sont des hérésies de droit. Je voulais dire ceci. Quand on parle de l'intangibilité, c'est une interdiction formelle de la révision. Attendez. De la révision de certaines dispositions. Est-ce qu'il a déjà lu l'article 220? On doit rendre l'antenne. Merci à vous tous. Non, je suis malade. Que cette question soit abordée à la fin et il a embrouillé les plateaux. Il ne peut plus revenir sur ça parce que l'intangibilité signifie l'interdiction de la disposition de certains articles. Merci à merci à l'ensemble de l'équipe technique qui travaille autour de ce projet. Première émission dans nos locaux. On espère qu'après-demain, nous aurons encore beaucoup mieux à vous offrir. L'émission est terminée. Portez-vous bien. À très vite.